Mais ça n'a plus rien à voir avec l'idée de dire on met les innovations à la hauteur des yeux et globalement, on vend plus ici que là. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Vous faites du merchandising catégoriel, c'est-à-dire vous facilitez le parcours des yeux du client en mettant en œuvre un rayon qui corresponde exactement à la façon dont il pense. La pièce, c'est par exemple sur de l'AFINSERB, je ne sais pas si vous mangez des à tartiner, la pièce c'est le bloc de 300 grammes que vous allez prendre au couteau, et puis les portions, c'est des petites portions que vous allez ouvrir qui font 20 grammes, 25 grammes, et que vous allez sortir ou que vous allez mettre dans un sac pour partir. Et on n'est plus du tout, là, vous voyez bien, on n'est plus sur une logique de dire je fais une classification entre les pâtes dures et les pâtes molles, entre les blocs et les râpés. On est à un niveau d'élaboration bien supérieur. Hein? Ça, c'est mis en œuvre, oui, oui. Et après, ça, typiquement, vous allez voir un client et vous lui dites est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et généralement, quand vous montrez ça à un distributeur qui n'est pas trop idiot, quand il voit le niveau d'élaboration, et en plus vous le faites à l'unité sur un plan, avec des outils spécifiques, là, il voit tout de suite l'intérêt qu'il a. Parce que quand il voit ce qu'il y a dans ces magasins, les rayons, c'est un véritable foutoir. Quand vous lui montrez quelque chose d'aussi propre, à n'importe quelle personne un peu intelligente se dit je ne peux qu'y gagner. Voilà. Mais toute l'intelligence du catégorie manager, c'est quand même à un moment donné d'avoir de la proposition à forte valeur ajoutée. Alors évidemment, moi je suis catégorie manager de Bell et je représente Boursin. Bell c'est Boursin. Après vous avez Tartare et Rondelet qui sont les concurrents. C'est sûr que là, quand vous faites votre plan à la référence, vous avez que les Boursins, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là 1, 2, 3 et là 1, 2, 3. Vous voyez, donc c'est là que vous vous récupérez. Et là-dessus, le distributeur va dire, dis donc, vous êtes un peu gavé là sur Boursin. Il dit, oui, mais regardez, vous avez vu ça, ça tombe droit là. C'est magnifique. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Allez, on y va. Et ça, en termes de logistique, là, donc lui, il va faire ça. Il a appelé les chefs de produits à 4h du matin. C'est les mêmes produits, c'est les produits qu'il a dans le rayon. C'est juste le rangement du rayon qui change. Justement, le rangement, il faut qu'il tienne tout le temps. Alors, comment ça marche? Vous envoyez les commerciaux là. C'est les commerciaux qui font le job. C'est les commerciaux du fournisseur. Et donc c'est exactement ce qu'on vous expliquait tout à l'heure à propos de Coca-Cola. C'est-à-dire que les commerciaux de Coca-Cola descendent sur le terrain avec ce genre d'outils. Ils ont même la possibilité de les adapter au magasin sur une marque l'idéal recommandé et la réalité. Et grâce à tous ces outils-là, ils viennent la nuit, ils disent au client, on renégocie, je fais quelque chose de propre, lui vous faites quelque chose de propre, on se met d'accord sur les détails, je viens ce soir avec 3 personnes, je vide le rayon, je refais le rayon et je vous refais tout nickel. Mais ça marche qu'un fournisseur, mais là on est multimarque. 4 concurrents Si c'est vous qui prenez le projet de marque et que vous arrivez à convaincre le patron du rayon. Mais ils font tout, je pense que c'est facile. Toi tu lui offres un week-end en Vendée. À un moment donné, voilà, il fait juste des rotations. Non. C'est des rotations. Même ils donnent tous des privilèges, des machins, des légos, les après ça. C'est ce que je vous propose. Non mais c'est bien parce que je vois que vous anticipez sur les problèmes. Mais vous faites déjà la réponse. Vous ne posez pas encore la question. La question c'est comment est-ce que le patron de magasin fait, le patron de rayon fait l'arbitrage. Alors que là vous faites déjà la réponse. Mais l'arbitrage il le fait très simplement. Généralement, c'est le meilleur des commerciaux qui gagne. Celui qui a été le plus efficace, le plus pertinent, le plus malin dans la façon de gérer son interlocuteur. L'interlocuteur, à un moment donné, il va peut-être en voir 3, il va se dire, bon, il y en a un, non, pour plein de raisons, c'est déjà out. J'ai un arbitrage entre deux, il les met en arbitrage, il voit chacune des propales, à un moment donné, il fait un choix, et puis il s'y tient, il dit, bon, et puis on va tenir compte du deuxième qui était quand même pas trop nul, et il va essayer de mettre un curseur. Mais charge à vous de pousser le curseur dans le sens de votre intérêt au maximum. Si en face vous avez un interlocuteur qui est mou et que vous êtes le premier et que vous lui dites bah, on fait ton rayon cette nuit et qu'il te dit oui, fais ce que tu veux, c'est pas bon signe. C'est que si vous avez dit trop facilement oui à vous, ça veut dire qu'il dira oui demain matin trop facilement. Donc dans ces cas-là, vous arbitrez, vous faites attention, alors on se met d'accord, si je le fais, c'est pas pour qu'on pète le magasin demain soir avec un autre. Donc vous dites voilà, on fait un accord, je te le refais, mais la contrepartie c'est que le truc il bouge pas pendant 6 mois. Puis avant de mettre des gens toute la nuit, payer un commercial de nuit, plus des gens pour vider un rayon, plus tout ce que ça implique derrière en termes de préparation, etc., le chef de rayon ne va pas le faire tous les soirs. En mars, avril, mai, vous avez les bascules et puis vous avez tous les commerciaux de France qui travaillent que la nuit.
peux vous dire que c'est une période qui est très complexe. Et derrière, le chef de rayon, il en prend un peu plein les dents aussi. Donc il ne va pas changer du jour au lendemain. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'une fois que ça c'est très beau, c'est mis en place, là vous avez les clients qui arrivent et ils vous font tout péter. Et derrière, vous avez les gestionnaires qui disent oh, bah, ça devait être là. Et alors, c'est là, c'est autre chose, parce que vous passez la nuit à en faire un rayon, c'est nickel, ça tombe, c'est parfait. Ça fait 3 semaines que vous bossez dessus matin et journée. Et puis vous arrivez le lendemain matin, le rayon est défoncé, et le lendemain soir, les gestionnaires ont rempli ça comme elles faisaient d'habitude, et vous êtes revenu à l'ancien rayon. Et là, vous êtes yes. Ça, c'est là. Et vous voyez, le problème, il est plus avec les gestionnaires de terrain, qu'il faut ensuite convaincre, en disant, attendez, on a pris cette décision, on dit, oui, mais moi j'ai l'habitude de faire ça. Et bien, ça fait 3 semaines qu'on bosse avec ton directeur de rayon, et bah oui, bah, vous, ça fait aussi partie du boulot. Les gestionnaires, elles ont des plans au bout de 24 heures à l'heure. De toute façon, au bout de 2 minutes, elles ne veulent pas les utiliser. Parce que c'est pas dans leur habitude. Elles ont l'habitude de faire comme ça fait 20 ans qu'elles font comme ça. Elles vont vous dire que vous ne connaissez pas le magasin avec ce magasin-là, avec ses habitudes particulières. Ce pas les mêmes clients qu'ailleurs. Elle est juste en train de vous expliquer que vous avez 200 000 € d'études nationales. Et que vous ne savez rien. Ça va? Alors maintenant vous avez vos cases, la taille des cases, le sens des cases, l'ordre des cases et les sous-cases, et puis maintenant vous avez plein de petites cases, il va falloir les remplir, et on arrive sur l'assortiment. Donc l'assortiment, vous avez des outils pour dire, je ne peux pas tout mettre comme produit. Ah bah oui, bah j'ai mes petites cases et mes sous-sous-cases et mes sous-sous-cases. C'est un métier de comptable, le catégorie management, en fait. On a des petites cases. Alors à la fin, j'ai une petite case, je peux mettre 10 produits. Bah, je peux mettre 10 produits, mais dans la réalité, j'ai peut-être, ça c'est le chiffre d'affaires cumulé des références dans une sous-catégorie, j'en ai 30 potentiellement sur le marché. Donc ça veut dire qu'il faut que j'en retienne qu'un tiers. Comment je fais ce choix-là? Alors vous avez deux manières de faire le choix d'un assortiment. Vous pouvez, d'un point de vue marketing, utiliser ce qu'on appelle les taux de pénétration. C'est-à-dire, vous dites, globalement, je prends les 20-80. Et les 80-20, poubelle. Première étape. Et qui est vrai partout. Les 20-80, c'est vraiment la technique d'analyse classique qu'on peut faire. Portefeuille produit, portefeuille client, portefeuille distributeur. Les 20-80, c'est déjà le premier truc à faire. Les 20-80, c'est que vous avez 20% des références qui pèsent 80% de votre chiffre d'affaires. Vous voyez qu'en fait, ici, le taux de pénétration, c'est-à-dire qu'avec 1, 2, 3, 4, une petite dizaine de références, vous couvrez 80% en taux de pénétration des foyers français. C'est-à-dire que si vous voulez satisfaire 80% des foyers français en termes de ce qu'ils ont dans leur frigo, globalement, il faut faire ces 10 références-là. Voilà. Et après, vous avez plein de petites références qui ne sont pas très présentes dans les frigos des consommateurs. Donc, vous pouvez vous dire, vu ce qu'elles pèsent là, ici, ben, ils ne les ont pas beaucoup dans le consommateur, ça n'a pas une forte pénétration, si je ne les ai pas dans mon rayon, c'est pas grave, personne ne me les demandera. C'est l'histoire du Coca. Coca-Cola, c'est 99% de taux de pénétration. Donc il faut qu'il y ait du Coca, parce que sinon les gens vont dire, mais ce qui est dans mon frigo tous les jours, la vache qui rit, là, c'est 26,9% de pénétration. Ça veut dire que vous ouvrez 26% des frigos français, vous trouvez de la vache qui rit. Enfin, c'est pas exactement ça, c'est 26,4% des foyers français ont au moins acheté une fois de la vache qui rit dans l'année écoulée. On peut être précis sur le taux de pénétration. Mais dans l'idée, ça veut dire ça. Donc, 20-80, et je viens les poupouilles, comme on dit. Ça s'appelle comme ça, les poupouilles. Donc, je viens les poupouilles. Seulement, dans les poupouilles, il y en a quelques-unes qui sont en train de remonter. Là, vous voyez, c'est Sénat qui est en train de remonter la ligne, là, et ben, il faut laisser les poupouilles, il faut laisser la chance au produit. Donc vous pouvez dire, bah, tiens, je vais garder celle-là, je vais garder celle-là, etc. C'est pas très fin comme analyse. Donc qu'est-ce qu'on sort? On sort le joker, on ressort assortment. Sauf qu'on utilise assortment non pas sur la taille de linéaire, mais on utilise assortment au niveau de la référence. Et assortment va vous dire, eh bien, vous avez plutôt intérêt à rentrer tel type de référence, et plus particulièrement ce modèle-là. Et vous descendez à l'unité. C'est quel critère qui va utiliser? Eh bien, c'est exactement ce qu'on m'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si je rentre la référence A, est-ce que j'augmente le chiffre d'affaires ou pas? D'accord. S'il y a cannibalisation, je rentre A, il cannibalise les ventes de B, à ce moment-là, je n'ai pas d'augmentation de chiffre d'affaires global, donc je ne rentre pas A. Mais si A m'apporte du chiffre d'affaires pur incrémental, ça vaut le coup de le rentrer.
Et vous avez des effets de cannibalisation à l'intérieur de votre portefeuille, et Assortment vous permet de détecter cette cannibalisation-là. Donc on va appliquer algorithme 1, algorithme 2, algorithme 3. Vous appliquez l'algo, et l'algo vous dit, globalement, ces deux produits-là, ils s'auto-cannibalisent. Si vous sortez le A, toutes les ventes vont se reporter sur B, gardez B. Par contre, si vous avez C, et que C, il n'est pas dans votre rayon, si vous l'amenez, il vous apporte que du plus. Parce qu'il va vous amener un autre